Merci. Oui, bonjour à tous. Alors, je ne suis pas la spécialiste de l'association Amorce. Vous avez loupé Emmanuel Goua, qui est en réunion nationale sur le débat sur la transition énergétique, qui s'excuse, mais je vais essayer de le remplacer au mieux. Voilà. Donc, juste un tout petit mot sur notre association. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est une association nationale, donc on est basé à Lyon, et on regroupe deux collèges, un collège de collectivités et un collège de professionnels. Donc, on a dans notre association un peu plus de 500 collectivités qui adhèrent, que ce soit des conseils régionaux, des communes, des EPCI, enfin un peu tous les niveaux de collectivité. Et puis un collège de professionnels à nos côtés, on travaille sur 3 thématiques. La gestion de l'énergie pour les collectivités, la gestion des réseaux de chaleur et puis la gestion des déchets par les collectivités. Voilà, donc c'est une association qui a été créée en 1987. On a, si vous voulez plus d'informations, donc on a un site internet. Donc on fonctionne par adhésion de nos adhérents, de nos collectivités, de nos professionnels. Et on a essentiellement 2 buts au niveau national. Donc c'est échanger les bonnes pratiques entre collectivités, dans un souci de partenariat avec les professionnels qui gravitent autour de nos sujets, et puis aussi proposer au niveau national, voire européen, des réformes pour améliorer un peu toutes ces 3 questions. Donc on est souvent consulté par le ministère sur les projets de textes de loi, et donc voilà, on travaille aussi avec les parlementaires autour des projets. Voilà, donc je vais attaquer par notre sujet d'aujourd'hui. Alors juste un petit mot pour vous dire que on a sorti un guide il y a déjà 2-3 ans sur l'élu, l'énergie et le climat, qui peut répondre qui peut être une lecture intéressante pour répondre un peu à toutes les questions de la journée d'aujourd'hui. Alors il y a 3 mots, l'élu, l'énergie et le climat. On a rajouté le climat parce que volontairement pour signifier qu'en fait tout ça, on est bien dans un souci de mobilisation contre la lutte contre le changement climatique, et que chaque action qu'on va pouvoir mettre en place, chaque action de maîtrise de l'énergie, tout ça, ça va pouvoir contribuer in fine au défi collectif de lutte contre le changement climatique. Il faut bien l'avoir en tête à chaque fois. Voilà, et que les collectivités, comme on l'a dit ce matin, peuvent être au centre au niveau de leur territoire, ça peut être le pivot principal de la mobilisation, et que c'est important qu'elles montrent un peu l'exemple et qu'elles mettent en place une vraie politique d'énergie. Voilà, donc je vais un peu malheureusement reprendre des chiffres de ce matin, mais comme ça vous les aurez bien en tête. Donc là je vous présente le graphique donc la collectivité avant tout, elle est effectivement consommatrice d'énergie. Elle n'est pas que consommatrice d'énergie, mais parce qu'elle peut produire, elle peut distribuer, il y a d'autres sujets autour de ça, mais elle est avant tout consommatrice d'énergie. Donc là vous avez le graphe avec les chiffres qui ont été présentés ce matin, juste avant moi par l'ADEME, donc de l'évolution de la consommation en énergie finale des collectivités. Donc je m'excuse, il manque la légende, mais à gauche c'est bien des kilowattheures par an et par habitant, donc avec l'évolution donc c'est les barres, les colonnes. Et puis à droite, c'est la dépense par euro et par habitant et par an. On a connu une forte évolution entre 2000 et 2005, de plus 20% en milliards d'euros de la dépense énergétique des collectivités en France, avec une augmentation moins sensible de la consommation qui était de plus 6% en parallèle, puisque le coût de l'énergie a sensiblement augmenté. Donc c'est pas toujours facile justement à expliquer, de dire on va faire des économies d'énergie, mais sur la facture ça se voit pas toujours de la même façon, puisque en parallèle le coût de l'énergie augmente. Donc si on y rajoute à ça le patrimoine des intercommunalités, des conseils régionaux et des conseils départementaux, on est plutôt sur des chiffres autour de 70 € par habitant et par an sur le territoire. Donc la moyenne annuelle aujourd'hui est bien à 510 kWh par habitant. En 2005 était à 510 kWh par habitant. Donc ça représente à peu près pour une famille de 3 personnes 200 € par an pour éclairer les rues, chauffer les écoles, etc. Donc voilà, c'est ce qu'il faut avoir en tête par famille. Concernant ces chiffres, quand on le ramène au budget de la commune, la dépense d'énergie représente 8% de son budget de fonctionnement hors masse salariale. Et ça, c'est sans prendre en compte les services industriels et commerciaux qu'il peut y avoir sur votre commune. Donc c'est les stations d'épuration, les usines d'incinération. Donc on est bien sur les 3 usages qui sont les bâtiments communaux, l'éclairage public et puis les carburants pour le véhicule. Et on voit bien que la proportion du bâtiment pèse bien 75% de la facture énergétique de votre commune. Donc on est sur une forte proportion.
C'est là où il y a l'enjeu le plus fort se trouve. Donc voilà, 75%. Et ce 75%, il est à relativiser en fonction de la typologie des bâtiments. On a plusieurs types de bâtiments dans une commune et ils ne pèsent pas tous la même chose. Donc en termes de kilowattheure et en termes d'euros. Voilà, donc là en termes de kilowattheure et à gauche et en termes d'euros à droite, bon, les poids sont sensiblement les mêmes, il n'y a pas de secret. Enfin, tout dépend un peu de l'énergie qu'on utilise, mais c'est sensiblement les mêmes. Les plus gros postes restent avant tout les écoles, les crèches, avec en plus, par typologie de bâtiment, des intermittences qui sont complètement différentes et des profils d'usage complètement différents. Donc, avant tout, connaître le poids de chacun de ces bâtiments dans sa commune, ça peut aider derrière à bien mettre en place son programme d'action, bien savoir ce qui pèse le plus sur son patrimoine. Donc, quand on commence à se lancer dans une politique énergétique de gestion de son bâtiment, il faut avant tout connaître l'existence, c'est la première porte d'entrée, connaître sa consommation, ça paraît anodin comme ça, mais déjà saisir ses factures et savoir ce qu'il y a dedans, c'est déjà un grand pas en avant. Donc faire un état des lieux de tous les contrats qui existent, les principaux postes et les usages qui sont en parallèle pour bien comprendre les enjeux, pour bien comprendre les enjeux de sa politique énergétique. La question c'est ça, c'est se poser et comprendre les enjeux qu'il y a autour de ça. Donc après, à partir de là, il faut savoir identifier toutes les anomalies. Donc il faut croiser des ratios un peu dans tous les sens. Des ratios en euros par mètre carré chauffé, des ratios en euros par habitant, des ratios en euros par kilomètre quand on est sur de l'éclairage public. Enfin, il y a plein de ratios à croiser. Et donc tout ça, on a vu avec la présentation d'avant, mais ça peut être fait soit en interne quand on est sur des collectivités assez grande importance, ou bien par le biais d'une mutualisation, donc avec les conseillers en énergie partagée. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, dans l'enquête de 2005, là, ce qu'on avait noté, c'était que 97% des agents en charge de l'énergie consacraient à peine un mi-temps sur ce sujet-là. On est plus sur des profils techniques qui vont être plus là pour assurer l'exploitation souvent des équipements, mais on n'a pas forcément mis en place quelqu'un en face avec des moyens plus sur la gestion, la comptabilité aussi même, ou même des gens un peu plus pédagogues qui vont aller faire la sensibilisation sur l'usage du bâtiment. Donc tout ça, ça demande effectivement des moyens humains spécialisés, donc soit en interne, soit mutualisés. Je peux vous citer l'exemple de la ville de Lorient, après on verra d'autres exemples, mais en tout cas un exemple un peu plus délocalisé de la ville de Lorient qui a mis en place il y a 20 ans une politique énergétique et qui a créé une cellule environnement, énergie et technologie nouvelle avec elle a un budget de fonctionnement aujourd'hui de 300 kg et elle a réussi en 20 ans à diviser par 2 sa facture énergétique et sa facture d'eau à euro constant, quand on se place à euro constant. Et aujourd'hui, son chiffre de coût de fonctionnement par habitant est de 17 € par habitant, donc par rapport à 35 € qu'on a vu tout à l'heure. Donc il y a vraiment du potentiel. Ils sont aussi sur de la sensibilisation. Ils sensibilisent le public, collège et lycée. Et puis ils ont aussi mis en place un logement type de lutte contre la précarité énergétique, un peu un logement témoin pour sensibiliser les personnes à l'usage de son logement aussi. Voilà, donc il y a plein d'exemples. Donc, je rejoins un peu les chiffres. Un temps plein pour 10 000 habitants, c'est faisable si on arrive, parce qu'on peut le financer. Alors, ça dépend après un peu de la taille du patrimoine, il faut regarder un peu dans le détail, mais ce ratio-là d'un temps plein pour 10 000 habitants, en tout cas, il est atteignable. Et puis un petit rappel, il y a aussi pas mal de boulot à faire donc pour l'affichage des DPE qui aujourd'hui est obligatoire pour les établissements recevant du public. Donc on voit bien qu'il y a du boulot en termes de politique énergétique. Alors, quelques exemples de rendus qu'on a pu avoir sur des indicateurs de performance. Donc aujourd'hui, la moyenne nationale des performances énergétiques des bâtiments communaux se situe à 150 kWh par mètre carré par an. Donc ce qui est important déjà, c'est de bien positionner ses consommations avec le nom de chacun des bâtiments, les corréler avec la fréquentation, parce qu'on peut être à 150 kWh par an, mais
pareil, mais on peut être plus ou moins, mais en fonction de la fréquentation, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Un bâtiment qui est jamais occupé, forcément, qui va être très, très efficient. Et puis, il faut aller fouiller chaque bâtiment, faire du diagnostic de terrain. Les conseillers en énergie partagée sont là pour ça. Et c'est vrai que souvent, ils nous racontent des exemples de retour d'expérience des fois assez hallucinants. On a eu l'exemple, par exemple, d'un conseiller en énergie partagée qui allait jusqu'au bout de sa démarche et qui s'est mis à ouvrir un peu les portes de placard de tous les placards. Et par exemple, un jour, il a trouvé derrière une porte un billard qui était chauffé, mais qui était chauffé depuis peut-être plusieurs années, mais plus personne ne savait qu'il était là. Et donc, il nous a raconté qu'il avait mis au moins 2 heures pour avoir la clé, mais qu'il avait bien fait, parce que derrière, il y avait ce fameux billard qui était laissé là, branché dans un placard. Il y a eu d'autres exemples d'auto-écoles un autre exemple d'une auto-école qui avait été raccordée au local de la mairie d'à côté. Et voilà, il peut y avoir plein de choses à détecter, donc il y a du boulot. Pensez aussi à, quand on rénove un bâtiment, à changer son abonnement d'électricité. Enfin, il y a beaucoup de choses à détecter, donc voilà. Peut-être que vous aurez d'autres anecdotes à nous raconter. Sur le bilan sur l'éclairage public, donc on a vu tout à l'heure que ça pèse à peu près 20% du budget de fonctionnement, et c'est aussi 50% des consommations d'électricité d'une commune environ. Donc c'est un poste important. Il y a des exemples aujourd'hui sur ce sujet-là, plusieurs exemples en France, notamment à Lille, où ils ont mis en place avec 2 communes limitrophes un appel d'offres sur performance, dans le cadre d'un dialogue compétitif, où ils ont réussi à économiser 42% d'énergie sur la durée de leur contrat. Donc il y a l'optimisation tarifaire à faire sur ce poste-là, et on estime que sur une simple optimisation tarifaire, la moyenne c'est 10 à 15% d'économie d'énergie sans travaux. Donc il y a beaucoup de choses à regarder sur ce sujet-là. L'objectif de Lille aussi, c'était aussi de supprimer la pointe lumineuse et les suréclairements. Donc il y avait eu un gros travail de fait sur ce point de vue-là. Une fois qu'on a travaillé sur détecter un peu son état des lieux, comment on consomme, où est-ce qu'on consomme le plus, et essayer de voir un peu les dérives, on peut aussi se poser la question de où est-ce que j'achète mon énergie. Aujourd'hui, le marché de l'énergie est assez compliqué. Depuis 2000, on a une structure du marché de l'énergie qui est un peu plus complexe à appréhender. Donc on est sur, pour faire simple, il y a le réseau transport, et nous on se trouve après, on va acheter nos molécules de gaz ou notre électricité, puis avant il y a la partie production et négoce. Et sur la partie transport, on est en monopole, donc là on n'a pas le choix, on a des conditions d'acheminement de notre énergie qui est figée. Et nous, là, on peut intervenir, c'est sur la commercialisation, puisque depuis 2007, on est en mesure, on peut acheter son gaz et son électricité sur le marché libre. Il va falloir se poser sérieusement la question pour après aussi, puisqu'en 2016, ça sera la fin des tarifs verts et jaunes d'EDF. Donc c'est la loi NOM qui l'a mis en place. Donc on va être face à la disparition des tarifs réglementés pour l'électricité, et puis peut-être bientôt aussi sur le gaz. Donc il faut se préparer à ça. Et pour se préparer à ça, la première phase, c'est bien connaître ses consommations. C'est un peu le même exercice que pour la maîtrise de l'énergie, la partie qu'on a vue avant. C'est bien savoir où on consomme. Et ça prend du temps. Il faut bien l'appréhender. Et après, derrière, une fois qu'on a fait ça, ce qui peut être intéressant pour acheter son énergie, c'est d'essayer de se regrouper, là encore une fois, d'essayer de se mutualiser autour d'une compétence d'achat, parce que c'est quand même assez spécifique. Donc on a fait une enquête en 2007 qui fera peut-être qu'on remettra à jour, mais sur ces questions-là. Donc vous pourrez la trouver sur notre site internet avec l'ADEME, auprès de collectivités qui s'étaient lancées dans l'achat sur le marché libre. Et donc après, ce qui en ressort aujourd'hui en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de façons d'acheter. On peut acheter en prix fixe, en prix indexé, donc c'est assez complexe. Les retours d'expérience qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt sur des achats de courte durée. Donc c'est pour ça que ça demande beaucoup de temps, parce qu'il faut relancer souvent l'appel d'offres. Et puis qu'il y a beaucoup de vigilance à avoir sur les indices de révision, donc parce qu'on est face à une disparition des indices réglementés, donc il va falloir s'armer d'une assistance à maîtrise d'ouvrage peut-être assez conséquente, ou alors en interne mutualiser cette compétence. Ça dépendra un peu de la taille de la collectivité, mais il y a un vrai sujet autour de ça en tout cas.
Donc, une fois qu'on a regardé nos consommations et qu'on a regardé comment acheter l'énergie, ou enfin comment faire, il va falloir travailler à améliorer tout ça. Donc, il y a 3 étapes, on va dire. Il y a les travaux rentables immédiatement. Donc, ceux-là, il faut pas les oublier. Il ne faut pas forcément se lancer tout de suite dans des travaux conséquents. Il faut d'abord aussi voir à regarder les travaux rentables immédiatement. Il y en a beaucoup, il y en a souvent. Et par contre, ceux-là, ils doivent prendre en compte éventuellement les besoins de travaux autres que de la maîtrise de l'énergie. Donc, il y a plein de petits travaux qui sont rentables, voire avec une durée inférieure à 3 ans, voire 1 an. Simplement de la programmation sur une école. Enfin, on a vu déjà des écoles où la programmation avait été arrêtée depuis plusieurs années. On n'avait pas vu qu'il y avait une surconsommation. Enfin, sur les lampes basse consommation, sur la sensibilisation aussi, ça c'est un gros travail, mais ça amène des résultats. Sur les réglages des brûleurs, enfin il y a plein de choses à faire, des petits travaux assez rentables immédiatement. Et ceux-là, il ne faut pas les oublier. Et ça peut être le point de départ justement pour donner envie après à l'élu d'aller plus loin et d'aller se lancer sur quelque chose d'un peu plus conséquent. Donc à partir d'un bon état des lieux, normalement, cette première phase, elle peut dégager, je crois que c'est le même chiffre que a donné l'ADEME ce matin, à peu près 10% d'économie sans gros travaux d'investissement. Une fois qu'on a fait cette première phase, on va aller sur des travaux un peu plus conséquents, avec des effets durables un peu plus conséquents. Et donc là, on va être sur des travaux plus d'isolation. Donc celui qui est le plus rentable de tous, c'est l'isolation de la toiture. Là, on est sur quelque chose de très rentable. C'est par 2 à 3 fois plus de chaleur qui est perdue par le toit que par les fenêtres. Donc là, ça va assez vite. En général, l'isolation de la toiture, le temps de retour, il est souvent inférieur à 5 ans. On a même eu des exemples de collectivités qui ont réussi à se faire financer intégralement l'isolation des combles perdus des écoles par les certificats d'économie d'énergie sur proposition d'artisans. Donc il y a vraiment des choses à faire sur ce sujet-là. Ensuite, derrière, on va aller travailler sur des remplacements de matériel, donc chauffage, ventilation. Là, par contre, il faut être un peu prudent parce qu'il faut savoir anticiper. Avant de renouveler les installations, il faut savoir anticiper si on va faire avant des travaux d'isolation pour dimensionner au mieux ces équipements. Donc ça, c'est important. Le premier but, c'est d'abord essayer de baisser d'abord ses besoins avant d'aller s'attaquer sur du renouvellement de matériel. Et puis, pendant la vie du bâtiment, il va falloir aller chercher des réflexes de maîtrise de l'énergie, donc même pendant les travaux, puis après aussi derrière pour avoir les meilleures pratiques disponibles. Bon, l'autre point d'attaque, c'est quand on est sur la construction neuve, donc c'est construire des bâtiments de qualité. Et là encore, il faut construire... Aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de construire pas cher, mais ça risque de revenir cher in fine. Donc c'est bien ce qu'ont dit les intervenants d'avant. Donc raisonnez bien en coût global et pas en coût d'investissement de votre bâtiment. C'est pas du tout la même chose. Et c'est très important de raisonner en coût global avec des prises en compte de l'augmentation des prix des énergies qui sont un peu aléatoires, mais il faut les faire varier pour voir un peu la sensibilité, comment ça se passe. Donc surtout ne pas confondre les coûts d'investissement et le coût global du bâtiment. Le coût global du bâtiment, dans la vie du bâtiment, le coût de fonctionnement du bâtiment, c'est à peu près 75%. L'investissement ne pesant plus que 25%. Et donc on voit bien que quelques pourcents qu'on peut gagner au moment où on investit, tout de suite derrière, ça va avoir un effet beaucoup plus important derrière sur la vie du bâtiment. Donc il y a des outils pour ça. Il y a ce qu'il faut. Il y a la RT 2012 aussi déjà qui donne pas mal d'objectifs d'optimisation des consommations. Par contre, l'enjeu qu'on voit apparaître suite à la mise en place de la RT 2012, c'est l'enjeu du contrôle après construction. Là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour s'assurer que le niveau attendu est bien là et que le résultat est bien abouti. Donc les exigences, il faut les prévoir le plus en amont possible dans un projet, que ce soit du neuf ou de la réhabilitation. Donc on a aussi, je vous ai mis en dessous, il y a un autre petit guide qui s'appelle l'élu et la performance énergétique des bâtiments qui pourra aussi apporter de l'eau à votre moulin. Donc là, on a essayé d'illustrer justement toute la problématique du coût global. Donc en vert, ici, vous avez, en rouge, on va dire, vous avez la facture qu'aurait votre collectivité si on était dans une démarche de laisser faire, donc c'est-à-dire sans mettre en place vraiment une politique énergétique. Voilà.
avec une hypothèse d'augmentation de consommation de 1% par an. Et en vert, vous avez la facture de la collectivité si on se place dans une démarche facture maîtrise de l'énergie, donc avec des efforts de consommation de l'ordre de 2% par an. Et en bleu, derrière, vous avez le prix de l'énergie. Vous voyez que c'est pas toujours facile à expliquer parce que si on regarde la facture dans le scénario maîtrise de l'énergie, finalement, la facture, elle est assez plate. Enfin, elle bouge pas, elle est assez stable. Tout ça parce que le coût de l'énergie en parallèle, il a une fâcheuse tendance à beaucoup augmenter, et donc c'est pas toujours facile de faire comprendre qu'on va faire des économies. En fait, les économies, on les fait que si on ne fait rien, mais si on le présente comme ça à plat, on va pas voir grand-chose. Donc c'est toujours important dans le discours de mettre en parallèle le prix de l'énergie et de ce qu'aurait été la facture si on n'avait rien fait. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le présenter. Donc le gain de 2% par an, c'est assez facile les premières années. Donc la courbe verte, là, ce qu'on vous propose 2%, c'est assez facile les premières années. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on va peut-être avoir du mal à les trouver, mais il faut faire après des études de sensibilité un peu pour voir tout ça. Et même sur le prix de l'énergie, 3%, c'est pas non plus très... On n'est pas non plus très gourmand, je pense que ça sera peut-être plus, donc ça peut aller beaucoup plus vite. Le rouge peut prendre beaucoup plus d'envolée que le vert, donc voilà, c'est des outils pour vous aider un peu à présenter les choses face à des projets. Donc c'est pas un outil pour dicter des investissements, hein, c'est juste un outil de raisonnement. Ça va pas dresser votre budget annuel, mais c'est un outil de raisonnement pour prendre des bonnes décisions au bon moment. Donc j'en arrive à la conclusion. Donc il y a du potentiel, il y a des économies financières réelles à réaliser, il y en a qui sont faciles, il y en a qui sont un peu plus difficiles, mais il y en a à faire. En tout cas, le point d'entrée, c'est bien connaître ses besoins et de hiérarchiser les priorités, ça c'est très important, l'état des lieux du départ. Et on est bien toujours à essayer dans une démarche d'abord de sobriété, ensuite d'efficacité et après du renouvelable, donc le changement d'énergie. Alors des fois, on peut commencer par le changement d'énergie, hein, enfin c'est pas... Le principal, c'est de faire. Après, on fait ce qu'on peut. Hein. Il y a des fois, on est obligé de faire des choix qui ne sont pas forcément dans cet ordre-là. C'est pas grave, il faut l'assumer. Donc, il faut savoir prendre du recul face aux démarches des installateurs de pompes à chaleur de photovoltaïque, parce qu'on a eu des contre-références de collectivités qui se sont dit « je vais me lancer dans une démarche de politique énergétique ». Et la première chose qu'ils ont malheureusement pu faire, c'est de répondre peut-être à un démarchage d'installateurs qui voulaient mettre une pompe à chaleur ou des panneaux photovoltaïques sans même avoir plutôt réfléchi d'abord à le bâti, comment il était dans sa commune. Donc il faut faire attention à ça parce que c'est pas forcément les besoins, c'est pas forcément de mettre une pompe à chaleur. Enfin voilà, il faut faire attention à ces contre-références-là parce qu'après c'est pas toujours facile à rattraper au sein de la collectivité. Et puis il faut donc se méfier un peu des a priori, des amalgames et des alibis et bien réfléchir à ce. Il ne faut pas réfléchir trop longtemps non plus, il ne faut pas faire que des études, mais bien se poser à un moment donné avant de se lancer dans la démarche. Voilà, j'en ai fini. Juste pour vous préciser que si vous avez des questions, je vous conseille plutôt d'appeler Emmanuel Goua. Je répondrai aussi, mais voilà, c'est lui qui est le plus spécialisé sur ce domaine-là, donc c'est pour ça qu'on a laissé ses coordonnées. Je vous remercie.